remercie les organisateurs de ce colloque de me donner la parole pour vous parler justement de cette vocation européenne de la Russie. On vient de parler de sa vocation, disons, asiatique, puisque la Russie a toujours été divisée, elle a toujours été à la recherche de son unité, son identité étant évidemment toujours à venir, en quelque sorte, du fait de cette division que le philosophe Tchadaïev avait déjà fait, disons, constater lorsqu'il disait que le fait géographique avait déterminé toute l'histoire de la Russie. Je reviendrai d'ailleurs sur Tchadaïev, mais pour l'instant, je voudrais m'interroger sur les tensions que l'on vient de relever, d'ailleurs, évidemment, entre la Russie et l'Occident depuis l'effondrement de l'Union soviétique, car c'est une nouvelle guerre, n'est-ce pas, froide, encore plus dangereuse, semble-t-il, que l'ancienne guerre froide, ce qui paraît paradoxal, puisque l'ancienne confrontation avait des raisons idéologiques qui semblaient la rendre irréconciliable, et pourtant les deux blocs s'étaient parfaitement entendus pour préserver la paix du monde, au point qu'aujourd'hui on en est à regretter, n'est-ce pas, cette situation. Rappelons les négociations sur le désarmement entre Brejnev et Nixon, qui avaient eu un résultat positif. Rien de tel aujourd'hui. Les puissances adverses, à savoir essentiellement la Russie et les États-Unis, semblent se parler un langage de sourds. Et je voudrais revenir sur les causes de cette situation. On a déjà parlé des funestes années 90, qui constituent effectivement la clé, je crois, de ce qui s'est produit, de ce qui se produit aujourd'hui dans le monde. Et pour mieux savoir ce qui s'est passé en ce moment-là en Russie, il faut revenir à un livre de Solzhenitsyn, publié en 1998, qui s'appelait « La Russie sous l'avalanche », qui était constitué de reportages à travers toute la Russie, et qui avait, disons, incité Solzhenitsyn à avoir une conclusion extrêmement pessimiste sur l'avenir de la Russie. La plupart des gens qui l'interrogeaient étaient désespérés, considéraient que leur pays était, disons, en voie de disparition, à tous les points de vue, sur tous les plans, et la cause, eh bien, pour eux, elle était le changement intervenu après la chute de l'Union soviétique et la démocratisation de la Russie. C'est la raison pour laquelle la démocratie, évidemment, en Russie, n'a pas vraiment, disons, une bonne opinion de la part du peuple, en tout cas. Il n'en est pas de même de l'élite, des élites dirigeantes. Et je voudrais, à propos justement des causes de cet effondrement, je voudrais rappeler que, contrairement à ce que les États-Unis ont pu prétendre, la fin de l'Union soviétique n'a pas été provoquée par la victoire des États-Unis dans la guerre froide. Ce n'était pas une victoire. Les États-Unis ont simplement, disons, entériné un état de fait qui était provoqué par les dirigeants de la Russie soviétique qui avaient décidé de changer complètement de politique, essentiellement Gorbatchev et son entourage, et qui ont disons, sans aucune contrepartie, n'est-ce pas, livré tout ce qui pouvait être leurs armes, tout ce qui pouvait être leurs arguments vis-à-vis disons, de l'Occident, qui était considéré jusqu'alors comme l'ennemi numéro un. Et je crois que ce qui s'est produit, c'est produit à l'intérieur même, n'est-ce pas, de l'élite dirigeante, et c'est le facteur fondamental qui a provoqué cette reddition, parce que c'est une reddition, n'est-ce pas. Gorbatchev a évacué les troupes russes, les troupes soviétiques de la RDA. Il a accepté, non pas seulement il a accepté, il a proposé des conditions qui auraient pu être inacceptables pour n'importe quel État. Et il faut distinguer, je crois, à ce moment-là, ce qui revient à l'Union soviétique, la part de l'idéologie, n'est-ce pas, la part du facteur idéologique, et la part des intérêts souverains de l'État russe, puisque c'était quand même la Russie qui était à la tête de l'Union soviétique. Et là, il faudrait faire une distinction. De même qu'il faut faire une distinction
entre l'opinion du peuple et l'opinion des élites dirigeantes. Il faut rappeler que lorsque la fin de l'Union soviétique avait fait l'objet d'un référendum, enfin, en tout cas d'une consultation auprès des populations de l'Union soviétique tout entière, et qui avait souhaité le maintien de cette Union soviétique, n'est-ce pas? Et ça a été le sort d'ailleurs de la plupart des référendums populaires, n'est-ce pas, ont toujours été, disons, falsifiés au profit des décisions d'une élite. On pourrait citer le référendum chez nous de 2005 sur l'Union européenne, le référendum en Hollande sur le cas, et beaucoup d'autres cas. Bon. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le populisme, d'une manière peu péjorative, traduit tout de même ce qu'il faut appeler comme un mépris du peuple, un mépris de la volonté du peuple. Bon. Alors je crois que ce facteur fondamental qui a été la cause de cette situation et qui ensuite a provoqué le véritable effondrement, non seulement non de l'Union soviétique, mais de la Russie elle-même, ça a été un facteur psychologique que je désignerais comme étant le mirage occidental dans l'histoire russe. Toute l'histoire russe a été traversée, disons, d'une manière un peu clandestine par ce que je peux appeler justement ce que j'appelle la tentation de l'Occident, le désir de l'Occident, la fascination de l'Occident, et qui repose justement sur un sentiment d'infériorité dû au retard accumulé par la Russie pendant ces siècles, sur tous les plans. Et ce sentiment d'infériorité, cette espèce de ce que j'appellerais peut-être le complexe d'Oblomov, n'est-ce pas? Le pluriel d'Oblomov. Et une sorte d'envie de rivaliser avec cet Occident dynamique qui va vers le progrès. Il faut dire là qu'il faut tenir compte d'une différence fondamentale entre la Russie et l'Occident, à savoir que l'Occident, malgré tout, n'est-ce pas, si on le voit dans son ensemble, il a toujours été guidé par la recherche du bonheur. Et la Russie a toujours été guidée par la recherche du salut. D'où l'importance de la religion, n'est-ce pas, chez les Russes. C'est-à-dire, il y a toujours une sorte disons, l'idée de Moscou troisième Rome, elle est toujours plus ou moins présente dans la conscience collective russe. À savoir que la Russie est détentrice des valeurs chrétiennes, qui quand même sont les valeurs, étaient les valeurs de la civilisation occidentale tout entière, de la civilisation européenne, des valeurs qui maintenant sont bafouées, n'est-ce pas, en Europe, et qui sont défendues en Russie. Alors je voudrais rappeler également que, si je reviens sur ce facteur, n'est-ce pas, qui est ce que j'appelle le mirage occidental, on en trouve maints exemples à toutes les périodes de l'histoire russe. C'est-à-dire à tout moment, il y a eu des Russes, des intellectuels, des hommes politiques, des personnalités importantes, qui ont quitté la Russie, qui sont allés vers l'Occident, parce qu'ils croyaient y trouver, eh bien, une sorte de paradis, en tout cas, des conditions de vie meilleures, n'est-ce pas, plus de droits, on parle des droits de plus de liberté, n'est-ce pas, plus de un mode de vie beaucoup plus doux que celui qu'ils connaissaient en Russie, car la Russie, n'oublions pas, c'est ce qu'Alexandre Blok appelait le monde terrible, n'est-ce pas. Les conditions de vie en Russie ont toujours été, il est vrai, il faut bien le reconnaître, bien pires que celles que l'on a pu connaître en Occident, malgré les épidémies, les guerres, etc. Et cela a été constaté, alors je terminerai là-dessus, cela a été constaté par ce philosophe que j'ai cité au début, qui s'appelait Piotr Tchadaïev. Qui était Tchadaïev? Il a été le véritable fondateur de l'occidentalisme, de la vision occidentaliste, n'est-ce pas, de la vision russe, disons, de l'Occident, dans le sens d'une volonté de s'inspirer, n'est-ce pas, non pas de rivaliser vraiment, mais de tirer parti des acquis de l'Occident par rapport à ce retard de la Russie, qui évidemment, lorsqu'il a écrit sa lettre philosophique, ses lettres philosophiques en 1936, était évidemment considérable, puisqu'on n'avait pas encore réformé le servage, et que la grande partie de disons, la majorité de la population était composée de serfs. Donc il est évident qu'on peut comprendre les décembristes, qui étaient des nobles, n'est-ce pas, patriotes, et qui par patriotisme
étaient humiliés quand ils ont fait la campagne de 1812, de constater les conditions de vie, la situation en Europe par rapport à celles qu'ils connaissaient dans leur pays. Et quand ils sont revenus, ils ont essayé de faire une révolution pour changer cela. Ils ont été, comme vous le savez, vaincus. Et Tchadaïev partageait ce sentiment. C'était un aristocrate très riche, un dandy très cultivé, qui avait voyagé en Europe. Il avait voyagé en Europe, il avait visité toute l'Europe, et il en avait retenu la conclusion qu'il fallait absolument que le gouvernement de son pays sorte de l'immobilisme, sorte de la stagnation, car le règne de Nicolas Ier se caractérisait par ce qu'on pourrait appeler déjà une stagnation. On a employé ce mot à propos de la période brejnevienne, et il est vrai que périodiquement, la Russie, après avoir connu des périodes d'apogée de sa puissance, eh bien, retombe dans des périodes de stagnation, d'immobilisme, de conservatisme, n'est-ce pas? Elle reste plongée dans ses traditions, et ce qui est une qualité aussi, que nous, occidentaux, on peut envier à la Russie. Ce que j'appelle, un peu d'une manière un peu caricaturale, le complexe d'Oblomov. Et alors je terminerai en vous citant quelques lignes. Alors d'abord je citerai, à propos de Tchadaïev, je rappelle qu'en 1836, dans la revue Le Télescope, il a publié en français, et dans un français que tous nous pourrions lui envier, un français absolument admirable, il appelait ça des lettres philosophiques qu'il adressait à une dame, où il dressait un constat désastreux de l'état de la Russie par rapport à l'état de l'Occident. Entre autres, il abordait la question religieuse, et il enviait au catholicisme d'avoir à sa tête un pape, un seul pape, alors que l'Église orthodoxe était divisée en multiples patriarcats, et vous voyez aujourd'hui les résultats de cette division. On y a déjà fait allusion à propos de l'autocéphalie de l'Église ukrainienne, qui va entraîner un véritable schisme qui peut être très néfaste, n'est-ce pas, à tous égards, pour la Russie et pour l'Ukraine. Alors je rappelle, Piotr Tchadaïev a été assigné à résidence par Nicolas Ier, qu'il a déclaré fou. Seul un fou pouvait porter sur la Russie un jugement aussi négatif, n'est-ce pas? Et il a répondu à cette disons, décision, à cette répression dans une autre lettre qu'il appelait l'apologie d'un fou. Et alors il disait cette phrase qui est restée évidemment extrêmement célèbre: il y a différentes manières d'aimer son pays. Le Samoyède, par exemple, qui aime les neiges natales, etc., l'Urte, la gazonnance de ses reines, n'aime point assurément son pays de la même nature de la même manière que l'Anglais fier des institutions et de la haute civilisation de son île bienheureuse. Et il serait quelque peu fâcheux, sans doute, si nous étions encore à chérir les lieux qui nous virent naître à la façon des Samoyèdes. C'est une très belle chose que l'amour de la patrie. Mais il y a quelque chose de mieux encore, c'est l'amour de la vérité. L'amour de la patrie fait les héros. L'amour de la vérité fait les sages, les bienfaiteurs de l'humanité. C'est l'amour de la patrie qui divise les peuples, qui nourrit les haines nationales, qui parfois couvre la terre de deuil. C'est l'amour de la vérité qui répand les lumières, qui crée les jouissances de l'esprit, qui rapproche les hommes de la divinité. Ce n'est point par le chemin de la patrie, c'est par celui de la vérité que l'on monte au ciel. Alors, je vais terminer par quelques lignes d'un grand poète, Mandelstam, qui a écrit une sorte d'hommage à Tchadaïev, et il compare l'attitude de Tchadaïev, qui après avoir connu en Europe, on pourrait dire, n'est-ce pas, disons, une civilisation qu'il considérait, comme vous venez de l'entendre dans ces lignes, etc., on peut en déduire, un progrès par rapport à l'état de la Russie, mais qui est revenu en Russie pour essayer, parce qu'en tant que patriote russe, il a voulu avoir une action afin d'améliorer
la situation de son pays. Alors voici ce qu'écrit Mandelstam. Alors il compare justement Tchadaïev aux autres Russes qui sont partis en Occident, mais qui ne sont pas revenus. Parce qu'ils ont préféré justement le confort que leur apportait l'Occident par rapport à ce monde terrible qu'ils retrouvaient en Russie. Je cite simplement 3 lignes, hein. C'est très important, excusez-moi. En Russie, Tchadaïev n'a trouvé qu'un seul don, la liberté morale, la liberté de choix. Jamais en Occident elle n'a atteint une telle grandeur, une telle pureté, une telle plénitude. Tchadaïev s'en est emparé comme d'un bâton sacré de pèlerin et il est allé à Rome. Je crois qu'un pays et un peuple se sont déjà justifiés s'ils ont créé ne serait-ce qu'un seul homme totalement libre qui a désiré et a su se servir de cette liberté. Quand Boris Godunov, devançant l'idée de Pierre, a envoyé à l'étranger de jeunes Russes, aucun d'eux n'est revenu. Ils ne sont pas revenus pour cette simple raison qu'il n'existe pas de chemin de retour de l'être au néant. Qu'ils seraient morts étouffés dans la suffocante Moscou après avoir goûté au printemps éternel de l'immortelle Rome. Les premières colombes ne sont pas retournées non plus dans l'arche. Tchadaïev a été le premier Russe à résider en Occident par fidélité à ses idées et à trouver le chemin du retour. Les contemporains l'ont senti instinctivement et ils ont terriblement apprécié la présence parmi eux de Tchadaïev. Ils pouvaient le désigner avec un respect superstitieux, comme jadis on montrait Dante, celui-là a été là-bas, il a vu et il est revenu. Merci, excusez-moi.